You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17e épisode de la 4e saison de Cold Facts. Avant de parler de l'équipe de Suisse, on a décidé de faire un petit détour par la NHL pour revenir sur les 5 buts marqués par Timo Meier. Ensuite, on décrypte le roster de l'équipe de Suisse qui se rendra à Pékin pour les JO en février. Et après, on déroule le fil de l'actualité. On commence par Ajoie parce que Julien Vauclair a été nommé directeur technique pour 5 ans. Ensuite, on parle de Bienne, qui va plutôt pas mal, 6 points en 9 matchs. Fribourg, qui a repris le jeu après une bonne quarantaine. Et puis, on reviendra aussi sur le fait que le maillot de René Fazel a été mis dans les cintres à la patinoire fribourgeoise. Et puis, on termine par Genève et Lausanne. On était les deux lors du derby mardi soir. Genève qui compte 9 victoires en 10 matchs. Et Lausanne qui était sur 3 victoires et qui se cherche encore un petit peu au niveau du jeu. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? J'espère bien. Et toi, ça va? Ça va très très bien, ouais. On commence à être un peu tout perturbé avec ces soirées à 6 matchs. On savait plus où donner de la tête mardi soir. Ouais, c'était la première fois depuis... En plus, un collègue m'a demandé, c'était début décembre, je crois qu'il n'y avait plus 6 matchs. Ce qui prouve quand même, et il n'y avait pas encore eu les quarantaines, que c'est vraiment assez rare. Puis on en reverra plus à la fin du championnat normalement, la saison régulière. Et d'ailleurs, je t'ai fait remarquer lors du match contre Genève que en regardant le programme, le calendrier genevois, finalement ils arriveraient, s'il n'y a pas de match qui est replacé, à 51 matchs sur 52. Vive Clint, t'as envie de lui dire, allez, replace juste encore un dernier si t'arrives. Mais le problème, c'est où justement? Parce que les calendriers sont déjà terriblement engorgés. Et est-ce qu'il y a moyen, mais vu que la décision a été prise de jouer au point par match, je pense pas qu'ils reviendront en arrière. Bon, tu me diras, s'ils ont tout le monde à 52 matchs, le classement au point par match va être assez simple à faire. Effectivement. Mais oui, bah là, on va au-devant de semaines un tout petit peu chargées. À une nuance près, c'est les Jeux Olympiques, mais ça, on y reviendra dans un tout petit moment. Ouais. Mais d'abord, en parlant de moment, c'est le Timo Time. Ouais, je crois que... Incroyable ce truc. Et en plus, ce qui était assez drôle, c'était le Martin Luther King Day. Donc, il y avait des matchs en journée, on va dire, donc en prime time en Europe. Surtout quand on est West Coast avec 9 heures de décalage, ben forcément que si le match commence à midi, ça fait 21h chez nous. Et tout d'un coup, comme il marquait vraiment beaucoup de buts assez tôt, on rappelle quand même qu'il a marqué un quintuplé. Et qu'en fait, il a marqué un quintuplé sur les 2 premières périodes. Donc, on était assez vite au courant que c'était déjà historique. Oui. Le record en NHL étant de 7 goals. Et on parle de temps où je ne suis pas sûr que la télévision n'existait. C'était des balbutiements. On parle de gars des années 20, 30, voire même presque avant. La NHL, c'est 1916, mais ça fait vraiment très, très loin. 5 goals dans un match. On l'a vu en championnat de Suisse, c'était Stransky. On était déjà... épaté par ça. Ouais. En NHL, sa mère, c'est... Ben, le truc qui est presque frustrant, entre guillemets, c'est il lui manquait le 6e but qui aurait vraiment fait un truc ahurissant, dans le sens où ça fait depuis les années 70 que c'est pas arrivé. 6 buts dans le même match. Même la période Lemieux, Gretzky, ça n'est pas arrivé. Et parce que... Alors, on va pas faire les blasés, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Mais récemment, avec un hockey qui est quand même beaucoup plus offensif, avec beaucoup de matchs avec de gros scores, ça arrive un peu plus régulièrement. Il y a eu Patrick Laine en 2018, il y a eu Zibanejad en 2020 qui ont fait ça récemment, alors que sur les 20 années précédentes, il y en avait eu que 2 ou 3 de quintuplés. Et il y a mes confrères de Zurich qui ont fait une interview de lui au réveil après son quintuplé. Au moment où on diffuse l'interview, devrait être sur notre site Blick en français également. Et il racontait que l'assistant de San José, c'est Mike Ritchie, qui a lui aussi fait un quintuplé dans les années 90. Et il l'a accueilli dans le club des joueurs ayant marqué un quintuplé ce soir-là. Et trouvé que c'était assez sympa comme clin d'œil. Alors en parlant de clin d'œil, tu as mentionné Gretzky Lemieux. Je ne peux pas m'empêcher, étant un immense fan de Mario Lemieux, qui est mon joueur préféré, de rappeler quand même que Lille a fait un quintuplé en marquant 5 goals des 5 manières dont on peut marquer en hockey. Pied droit, pied gauche, tête. Frein à main. Non, c'est notre... 5 contre 5, 5 contre 4, 4 contre 5,
penalty et but dans la cage vide. Alors, il se trouve que pour avoir toutes ces situations dans le même match, surtout pour les deux derniers, c'est assez rare, mais c'est assez extraordinaire et je pense que c'est un truc qui ne sera probablement jamais refait. Mais ce match-là... Moi, je croyais que ton joueur préféré, c'était Michael Hugli, tu vois, le fondateur du fans club de Michael Hugli, Suisse romande. Mais non, donc c'est un autre. 61 plus 5. D'accord. Et si on a parlé de Timo Meyer, ça rajoute un peu, en voyant ça et en voyant les commentaires sur Twitter, ça rajoute quand même cette frustration que la NHL est pas là. On sent que les gens se disaient... Ouais, mais imagine. Oui, bon, on va arrêter d'imaginer. On va pas imaginer Timo Meyer et Nico Hischier. Il fallait regarder Riga en 2021, où les deux joueurs étaient là. Ma foi, cette année, ils seront pas là. Et il faudra, entre guillemets, se contenter des joueurs de National League, puisque même les joueurs de AHL, alors que j'imaginais qu'ils pouvaient peut-être être de la partie... Ça ne veut pas dire la Suisse en a 4. Akira Schmidt, Tobias Geiser, Tim Berni et Sven Berchi. Il n'y avait pas forcément, dans le contexte OK, patinoire nord-américaine, on y reviendra. Mais en même temps, Tim Berni, qui a quasiment jamais joué avec l'équipe de Suisse, Geiser, il a un championnat du monde. On sait que Patrick Fischer aime quand même bien faire confiance. C'est aussi une prime pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Bien sûr qu'il ne se serait pas passé de joueurs exceptionnels si ils étaient disponibles, mais voilà. Sven Berchi, lui, j'ai l'impression qu'il est un peu maudit, qu'il jouera peut-être jamais avec l'équipe de Suisse, mais voilà. Mais imagine quand même Pius Suter, 40 matchs, 18 points. Niederreiter, 30 matchs, 18 points. Hischier, 31 matchs, 22 points. Fiala, 35-25. Yossi, 39-40. Et Meyer, 35-45. Cette saison que font globalement les joueurs suisses en Amérique du Nord est absolument extraordinaire. T'as oublié Yanis Moser, très bien. Non, ok, c'est bon. J'ai pris ceux qui étaient à plus de 20 matchs. Ouais. Mais Yanis Moser, 10 matchs, 5 points. C'est extraordinaire aussi, évidemment. Imagine. Bref, arrêtons d'imaginer et redevenons un peu plus concrets. Mardi, Patrick Fischer a donné sa sélection pour les Jeux Olympiques. 3 gardiens, 8 défenseurs, 14 attaquants. Jean-Fred adore les listes, mais il ne va pas tous nous les citer. Non, parce que justement, les gardiens, on sait que le seul truc, c'est que pour accompagner Berra et Giannoni, Van Pottelberger, est-ce que ça nous surprend ? Non, ça aurait pu être Niffler aussi, je pense, mais Van Pottelberg, très bien, il n'y a rien à dire. Il y avait eu un temps, Sandro Eschliman, parce qu'il faisait un super truc avec Davos, il est un peu rentré dans le rang aussi, comme Davos, j'ai l'impression. Oui. Puis Van Pottelberger a déjà été pris, puis il faut penser un petit peu plus loin. Est-ce qu'on voit Sandro Eschliman comme un potentiel successeur de Berra Giannoni ? Peut-être pas maintenant quand même. Par contre, on parlait d'Akira Schmidt, Van Pottelberger, c'est Wüttrich, je les vois un peu plus, ou Ludovic Weber, plus cette génération-là qui peut... Exactement, il a que 24 ans finalement, Joren Van Pottelberger, donc c'est vraiment lui l'avenir. Donc, et ça va être pour ouvrir et fermer la porte, il faut quand même être conscient. La porte, quelle porte ? Parce qu'en théorie, il pourrait peut-être même pas être... Oui, c'est juste. Ouais, je me disais peut-être une fois, il lui donne le deuxième. Peut-être. En disant que de toute façon, les autres sont en tribune, puis on s'en fout, c'est bon. Difficile par contre de désigner un titulaire, et je suis pas sûr qu'au goal... Tu joues la main chaude, hein. Ouais. Je pense comme il l'a souvent fait. Il va alterner 1-1-1-1, puis au bout d'un moment, il faudra prendre une décision pour un match coup près, et ce sera Giannoni. En général, c'est ça, non ? c'est assez juste. En défense, qu'est-ce qu'on peut... On peut dire qu'on est surpris par qui ? Fora, je pense. Ouais, parce qu'il était blessé, justement. Ah, tu dis pas faire la liste, mais si on dit qu'on est surpris par qui, faut quand même juste mentionner qui. C'est malheureux. Alatalo, Weber, Diaz, Müller, Mirko, Fora, Marty, Löffel, Untersander. On a 5 droitiers, 3 gauchers. Le pléthore de défenseurs droitiers en Suisse, ça c'est une des thèses de Colfax qui est en train de voler en éclats. Que si vous avez un enfant, faites le gaucher maintenant. Il y a plus de gaucher, c'est terrible, on a que des droitiers. Offensivement, c'est vrai qu'un Löffel, Untersander... même Diaz, c'est assez intéressant comme défenseur droitier capable d'être sur le powerplay. Frick Fora, ils sont souvent associés parce que historiquement, il y avait une paire qui marchait très bien à Copenhague. Exactement. En 2018. Au début du championnat du monde, oui, on le rappelle. Ça, c'est un peu gâté quand Yossi est arrivé. Enfin, gâté.
Et là, c'était... Est-ce que c'était Frick ou Fora, au bout du compte? Fora amène peut-être un peu plus d'éléments physiques. Oui. Et encore, j'ai pas l'impression que Michael Fora soit le plus physique des défenseurs, mais il est un peu plus grand. Il a très furtivement joué en Amérique du Nord, parce qu'il a un match avec les Checkers de Charlotte, avant de revenir à Ambry, donc c'est pas vraiment ça qui a dû faire la différence. Moi, j'aurais plus pris Frick quand même. Mais après, on a déjà énuméré les défenseurs à vocation assez offensif, justement des Diaz, des Leffel, Alatalo évidemment, Untersander. Est-ce que cet aspect un peu plus rugueux d'un Fora a fait la différence? Ouais, c'est sans doute justement petite patinoire. Ils avaient peut-être envie d'avoir quelqu'un quand même. Parce que Alatalo, c'est pas réputé pour être un joueur très physique. Diaz, c'est pas un joueur. Il peut le faire, mais c'est pas un joueur très physique quand même. Untersander, j'ai pas l'impression que je le vois aussi comme étant un type qui a un bon tir. Leffel, on n'en parle pas. Donc il te reste quoi? Il te reste Marty, Fora, Müller et Weber. Même Yannick Weber comme défense. Bon défensivement, oui. Est-ce que c'est un rugueux? Et même Mirko Müller, hein, vraiment, je le trouve plutôt longiligne. Il n'est pas forcément... Marty, par contre, ça, c'était clair. C'est la caution physique de la sélection de Patrick Fischer. Moi, dans la sélection que j'avais faite moi-même, je l'avais mis pour cette exacte raison, parce que tu as beaucoup de défenseurs qui sont, j'allais dire unidimensionnels, puis c'est pas du tout vrai, mais qui sont à vocation peut-être un peu plus offensive, puis d'avoir un Christian Marty. On aurait pu se poser la question de recréer la ligne Gehring-Weber, oui, qui fonctionne à merveille du côté de Zurich. Leurs statistiques sont excellentes. C'est solide défensivement, ils se projettent les deux assez bien vers l'avant, surtout maintenant Gehring, justement, parce que Weber s'est réinventé tout au long de sa carrière. Parce qu'on rappelle quand même que quand il revient à Genève durant le lockout 2012-2013, il revient avec cette étiquette de défenseur très offensif. Il joue le power play, il avait même joué un petit peu à l'aile. Et petit à petit, plus sa carrière a avancé, et surtout quand il est arrivé à Nashville, c'est devenu un peu le défenseur solide que tu peux placer en box-play, que tu peux jouer dans toutes les situations, mais t'es plus notre atout numéro 1 sur le power-play. Moi, ça me choque pas qu'il soit là. Il a 500 matchs de NHL, 155 matchs de AHL. Petite patinoire. Pour moi, c'est évident qu'il allait venir. D'ailleurs, je crois que quand on avait fait un peu notre roster idéal, on était unanime les deux pour dire que Yannick Weber, et à l'époque, c'était il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, 2 mois, il était moins bon. Il avait vraiment connu un début de saison compliqué. Je pense aussi que justement, le fait... Zurich traversait une passe qui était assez moyenne, Zurich maintenant flambe, et en plus, il a dû se réadapter, je pense, à ces grandes patinoires. Et on rappelle aussi que, sans doute pour un attaquant, c'est plus simple quand on te dit, tout d'un coup, tu as plus d'espace. Surtout si tu es un attaquant un peu rapide. Tu dis à Gregory Hoffman, écoute, tu as 4 mètres de plus en largeur pour t'amuser dans la zone. Ça va être plus facile. Pour les gardiens et les défenseurs, de ne pas pouvoir... de devoir se réhabituer que, normalement, quand il fait 2 pas de côté, puis que ton check à l'épaule, tu vas bloquer ton attaquant qui est en train de venir vers toi pour le gap. Et par contre, là, tout d'un coup, tu as 2 mètres de plus à couvrir. Si tu n'es pas le plus rapide... Le coup de patin supplémentaire, ou les 2 coups de patin supplémentaires que tu donnais, je pense que ça joue un rôle aussi dans l'adaptation malgré l'immense expérience d'un Yannick Weber, il a dû se réinventer finalement, et que maintenant il le fait très très bien. Mais sinon, cette sélection, il a pris quasiment ce qu'il pouvait. Tu as mentionné Frick, on a mentionné un peu Gehring. Il n'y a pas d'autre... Non, pour moi, Frick est le snobé. Mais passons à l'attaque, ce sera plus intéressant. 2 Davosiens, en bulle Corvi, j'ai l'impression que c'était... Alors, Ambul, qui a d'ailleurs qui est sous enquête pour une... Mais je crois qu'il y avait une motion au CIO que les JO étaient annulés si Ambul n'était pas sélectionné. Donc, c'est ses 5e, c'est tellement obligatoire. C'est obligatoire. Ambul, d'ailleurs, il est là. Je pense qu'on peut déjà dire maintenant, sans trop se mouiller, que Helsinki, si Ambul est toujours d'attaque, qu'il n'est pas blessé et tout, je vois mal comment il pourrait pas être sélectionné, ne serait-ce que simplement pour faire... tu peux même le prendre en 14e attaquant, si tu veux, tellement il va être important. Et finalement, tu vas le faire jouer, parce qu'il sera très important. Et que son patinage fait que même à 38 ans, bientôt 39, il est encore d'attaque. Ouais. Et que... il amène quelque chose, il va vraisemblablement battre le record s'il va au championnat du monde. Aux Jeux Olympiques, je crois qu'il a déjà 14 matchs, 5 Olympiades, ça sera ses 5e. Quelle carrière.
qui continue. Corvi, vous le savez, Colfax, Corvi, on aime beaucoup. Et de toute façon, c'est un centre. Et sans les centres de NHL, en plus, c'était complètement logique. Moser, Vermin, Andrighetto, Motte, Berchi, Gaëtan Haas, Hollenstein, Malgin pour les 2 autres Zurichois. Et puis 4 Zougois. Herzog, Simeon, Hoffman, Sven Senteller. Je garde Sven Senteller exprès pour le dernier nom, parce que quand on a vu cette sélection, c'est vraiment je pense que à peu près tous les amateurs de hockey sur glace suisses qui suivent un peu ça ont dû faire Sven Senteller. On a bien lu. C'est que 2 matchs avec l'équipe de Suisse. C'est ce qui est incroyable avec Sven Senteller, c'est que c'est aussi en cliquant sur sa fiche Elite Prospect hier, je me suis dit mais ouais, Senteller, bon, c'est un peu un jeune, encore assez jeune. Mais non, il a 29 ans en fait. Ah, j'aurais dit 27, tu mais vois. Tu comme vois, ça, en fait, on est trompé. Peut-être on est trompé parce qu'on croit toujours qu'Ambul en a 30, donc ceux qui ont 10 ans de moins, ils en ont 20. Je sais pas, mais non. Le barème Andres. Ouais. Et il a 29 ans, il a jamais joué au niveau international, il a jamais joué de championnat du monde, il a jamais joué en Amérique du Nord, il a jamais joué sur une petite surface de glace, alors sauf dans le truc Onionmark où tu peux rapetisser ta glace à Ham, là où ils ont créé leur centre d'entraînement. Alors il leur a testé 2-3 fois. Puis 18 matchs, 8 points, il était blessé cette saison. L'année passée, il a 44 matchs, 19 points. Et pourquoi ? Alors, Turkov maintenant, qui joue avec Lugano, il le met au centre d'une deuxième ligne. Je me disais, lui qui a l'expérience un petit peu de l'Amérique du Nord et tout, qui a un pédigré, on va dire, un peu plus, puis qui joue au centre, alors ça m'aurait surpris peut-être, mais honnêtement moins que Sven Senteller. Ce poste-là, dans la sélection la présélection que j'avais faite, était dévolu à 2 joueurs. C'était soit Samuel Walzer, soit Calvin Turkov. Ouais. Pour moi, c'est 2 défenseurs qui peuvent, 2 centres qui sont capables d'être solides défensivement, qui apportent justement cette dimension-là. En plus, Walzer, il fait une belle saison. Alors, j'ai toujours un peu là aussi la théorie des joueurs qui font un excellent bout de saison et après on garde ça en tête pendant un bon moment. Walzer, il a 16 points, ce qui est très bien, hein. Il a un demi-point par match depuis le début de saison, mais il flambe plus comme à une époque au moment où Fribourg marquait 5 buts par match, dont 3 par la ligne entre Walzer et Jörg. Mm-hmm. Mais cette vocation défensive qu'il a, il a joué des matchs de préparation avec l'équipe de Suisse cette année. Il a déjà joué un championnat du monde en 2016. Il joue 7 matchs de championnat du monde, Walzer. Senteller, je comprends pas. Et ils ont le même âge. Il a aussi 29 ans. Alors on a l'impression que Senteller est un peu le jeune, mais non, vraiment pas du tout. Et Herzog, on peut aussi se poser la question. Mais il l'aime bien. Le truc, c'est on peut se poser la question. Mais il a déjà fait 2 championnats du monde. En tout cas, ça, je suis quasi sûr. Est-ce qu'il était même déjà au JO en 2018 ? Faudrait vérifier sur sa fiche. Mais ouais, en fait, nous on est embêtés à cause des charges à la tête, quoi. Maintenant, j'arrive plus à regarder Fabrice Herzog comme étant un joueur clean, quoi. Par contre, effectivement, il peut jouer en box-play. Il le faisait à Davos. Je me souviens qu'il avait marqué pas mal de buts en infériorité numérique lors de sa dernière saison avant d'être transféré à Zug, mais ouais. Après, la question toujours, c'est oui, on peut se poser la question pourquoi Herzog, mais tu mets qui à la place ? Et vu les profils à disposition, moi j'aurais pu voir un Fazzini à la limite, mais en même temps, ailier, buteur, est-ce qu'il y a une place pour lui ? Est-ce qu'il y a une place sur le powerplay pour moi, c'est lui ? Motte Fazzini. C'est exactement ça. Je suis complètement de ton avis. Et au bout du compte, que Motte ait obtenu cette chance, parce qu'on peut aussi parler de Kylian Motte de 2 secondes. Il a souvent été un petit peu à la limite. Il se faisait souvent recaler un peu au dernier moment. Et là, c'est vraiment chouette qu'il ait franchi le pas, parce qu'il a 31 ans, mine de rien. Ouais. Il a 2 matchs de championnat du monde en 2021. La saison passée, il était là. Et il est hyper régulier. C'est quand même un gars qui est capable de marquer ses 15-20 buts par saison en National League. Et c'est quand même un talent qui peut vraiment faire du bien. Après, à voir, petite patinoire, là aussi, est-ce qu'il est capable de créer de l'espace, suffisamment d'espace pour être dominant à ce niveau-là ? Je sais pas, mais c'est une chouette histoire. Alors, il n'y a pas de joueur de NHL en face. Je pense que aussi,
sans faire ombrage à Kylian, hein, qui est sans doute un des plus contents de faire partie de cette sélection parce que il devait être sur le ballon aussi, c'était pas gagné d'avance. Je me rappelle avoir discuté avec lui à Viège après les 2 matchs de préparation où il avait été très bon. Et on peut aussi dire, à mettre au crédit de Fischer, du staff, des fois, on a tendance, avec les sélectionneurs, que ce soit souvent en foot et en hockey, à critiquer dès le moindre truc parce qu'il y a 8,5 millions de sélectionneurs en Suisse. Ben, quand il dit, vous venez, si vous êtes... vous montrez quelque chose pendant ces matchs, vous montrez, pas forcément de marquer 53 buts en un match, mais de montrer que vous avez envie d'être là, vous respectez le système, vous respectez l'équipe. C'est exactement ce que Kylian Mbappé a fait sans réclamer quoi que ce soit. Ben, il est récompensé. Et je trouve que c'est encourageant pour les autres joueurs qui voudront venir, qui viendront dans ce programme d'équipe de Suisse, les moins de 25 ans qui viendront, puis qui verront que oui, c'est une réalité. Tu vas pouvoir aller aux Jeux Olympiques ou à un championnat du monde si tu es régulier, on va te faire confiance si tu viens et que tu as la bonne attitude. Et Kylian Mbappé a toujours eu la bonne attitude sur la dernière année, même avant, mais en tout cas, et ça fait vraiment plaisir pour lui. Au niveau des snobés, on peut encore parler de Joel Vermin qui a été sélectionné, et je viendrai après justement Ouais, bon, moi ça m'a pas surpris, je trouve que je suis pas du tout étonné, que je trouve pas que... J'aurais été étonné s'il avait été snobé, parce que pour moi Joel Vermin, 2018, on se souvient... Ça donne un passe-droit d'avoir été présent en 2018. Non, mais il était même présent Non, bien sûr. ailleurs encore, et franchement, il était vraiment... Comme il a cette flexibilité, malgré tout un peu comme Christophe Berchi. En plus, l'Amérique du Nord, il y a joué pendant 3 ans. Enfin, moi, ça me choque pas non plus. Hein. Encore moins maintenant qu'après le début de saison, parce qu'il a vraiment pas été terrible en début de saison. Mais comme tu dis, il a joué tantôt à l'aile, tantôt au centre. Après, il a été un peu déplacé en 3e ligne pour essayer de diluer un peu le peu de talent qu'avait Genève à un certain moment dans le contingent avec tous les blessés. Fallait aller remplacer Tanner Richard qui était pas là. Enfin bref, il est très polyvalent et ça le sauve. Par contre, dans les snobés, c'est là où je voulais en venir, Noah Rod, pour moi... Complètement. Et tout ce qu'on dit par rapport à tous les joueurs, et je le dis maintenant, mais ça peut être n'importe quand, hein, on ne connaît pas le statut vaccinal des joueurs. On part du principe que tout le monde est vacciné et éligible pour y aller. Exactement. Mais il faut savoir que si un joueur n'est pas vacciné, il ne peut pas aller aux Jeux Olympiques. Et je ne dis pas ça à ce moment-là, on pourrait croire que c'est lié à Rod, pas du tout. Mais on part du principe qu'ils sont tous vaccinés, et donc que Noah Rod a été snobé. C'est pour ça que je le mentionne. De nouveau, après, c'est pas la même position. Mais Saint-Hilaire, typiquement... Absolument, les deux peuvent jouer les deux positions, les deux peuvent jouer à l'aile et au centre. Rod amène quand même défensivement quelque chose et un impact physique. Mais alors, l'impact physique, le jeu en box-play, effectivement, un Fabrice Herzog ou un Noah Rod, eh ben, j'aurais tendance à prendre un Noah Rod. Mais... parce qu'il est jeune, puis qu'il a quand même une immense expérience maintenant internationale, et que, comme il n'y a pas Chervet... Alors, est-ce que dans l'esprit de Patrick Fischer, c'est écoute, il n'y a pas ton jumeau, on va pas, je peux pas vous dissocier, donc il vient pas, tu viens pas, quoi. C'est... Ouais, j'arrive pas à le comprendre. Après, Noah Rod revient à peine de blessure, il est toujours pas de retour de blessure d'ailleurs, c'est imminent, mais on sait encore pas quand. Ça devrait pas être ce soir. Contre Fribourg, vu qu'on y reviendra beaucoup plus tard. Mais, enfin, beaucoup plus tard. On a bientôt une demi-heure d'émission déjà. Mais bref, on y reviendra bientôt. Là aussi, c'est peut-être un argument pour Fischer de dire moi, au moment où je donne ma sélection à 3 semaines des Jeux, même pas, je veux que tout le monde soit en santé, quoi. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par Ajoie. Aussi parce que finalement, faut des fois un peu surprendre les auditeurs et pas tout le temps commencer par les mêmes clubs. Mais en plus, il se trouve qu'alors, Ajoie a une actualité brûlante. C'est la nomination pour 5 ans. Et là, j'avoue que je suis obligé d'appuyer sur les 5 ans de Julien Vauclair comme directeur technique. J'aime beaucoup ce move, forcément. Forcément, parce que Geoffrey, qu'on salue, nous écoute. Ouais, mais au-delà de ça... Non, je rigole, évidemment. Mais oui, mais on va dire plus dans le côté technique pour Ajoie, d'avoir quelqu'un de la carrure, de la stature de Julien Vauclair qui suit beaucoup, qui scoutait pour Lugano, de venir là, je pense qu'effectivement, dans
la juste continuité des choses pour sa carrière, s'il veut continuer à rester dans le hockey et devenir plus dans l'administratif sportif, c'est assez bien vu de commencer finalement d'avoir une promotion dans son ancien club. C'est vraiment quelque chose de positif. Je pense que lui, il va pouvoir aller trouver peut-être des fois des joueurs. Et quand tu as Julien Vauclair qui te dit, mais écoute, signe chez nous, on peut vraiment, on a un bon plan. Il a son frangin Tristan, le 3e, qui est directeur finalement du mouvement junior. On se demande maintenant, Geoffrey va finir quoi, président? Il faut bien qu'il y ait un poste pour lui, quoi. Mais ce que j'aime bien dans ce move, aussi au-delà du nom sur la position, c'est que la position existe. Oui. C'est qu'auparavant, c'était Vincent Leschène qui devait un peu faire homme orchestre au HC Ajoie, ce qui est dans la réalité du HC Ajoie de Swiss League. Je pense que c'est complètement réaliste. Dans la réalité du HC Ajoie de National League, c'est plus possible. Et on pourrait dire oui, mais du côté de Fribourg, ça se passe. Oui, mais à Fribourg, il y a Gerd Senezern à côté. Il y a Sandy Janin qui est aussi quand même là. Il y a un peu d'expérience autour de la position de Christian Dubé, surtout Gerd qui est assistant GM. Donc il y a quelqu'un pour faire tout le travail de scouting, pour faire pour gérer les agents, les téléphones, les machins. C'est lui qui gère. Ouais, puis on parle d'un club qui est en National League depuis plus de 40 ans. Donc c'est difficile. Toutes les pièces ont déjà été posées depuis bien longtemps. Tu pars déjà rien qu'avec Béra au goal. C'est tellement... On parle vraiment pas la même... Non, absolument. Mais on pourrait dire que le contre-exemple, c'est à Fribourg, ça fonctionne. C'est quand même clairement différent. À Ajoie, c'est le moment où tu dois construire. Et d'ailleurs, dans leur communiqué de presse, ils marquent en vue de la saison décisive, sauf erreur, qui est la suivante. Bah oui, parce que là, ils se rendent aussi un petit peu compte que comme ça, et se prendre des trempes tous les 2 jours en National League, les fans, si enthousiastes soient-ils, au bout d'un moment... entre rester à la maison, regarder Top Chef et puis avoir les notifications de il y a le 5-0 pour l'adversaire ou à la patinoire, ils vont gentiment commencer à hésiter. Donc il faut aussi trouver un moyen de se renouveler sur la glace. Et Julien Vauclair était directeur du scouting de Lugano. Les ligues inférieures, on va dire qu'il en a bouffé. Le scouting à l'étranger, il en a aussi un tout petit peu bouffé. Donc il peut être très utile à ce niveau-là. Et... ouais, moi j'aime bien. On regrettait souvent à ce micro le fait que Ajoie n'est peut-être pas justement cette échelle-là pour aller chercher un Christen que bien a signé, pour aller chercher ces joueurs de Swiss League qui peuvent faire le saut de la National League. Et lui, il aura toute la latitude pour le faire et il aura le temps de le faire. Parce qu'on critique beaucoup le travail de Vincent Leschène qui était à cette place-là. Mais il y a aussi l'aspect, il a que 2 bras, quoi. Il y a une vision. C'est ce côté 5 ans, ça montre que on voit plus loin que simplement la prochaine saison même. Parce que c'est avec effet immédiat. Hein. Il va tout de suite commencer à se mettre au travail. Et je me pose la question après de nouveau. Si Ajoie ne reste pas en National League, est-ce que quand même ça ne change rien parce qu'ils feront peut-être une année en Swiss League, mais ils remonteront derrière en disant, écoutez, on sait... Le temps qu'il a fallu pour nous structurer, c'est pas grave. Tant pis si on redescend d'un étage. Vu tout ce qu'on a mis en place, on va pouvoir quand même repartir sur des bases beaucoup plus saines parce qu'on est en train de nettoyer la base. 5 ans, ça permet aussi peut-être de regarder avec le mouvement junior. Mais ça va être assez difficile parce que ça demande un investissement financier hyper important. Et du coup, si déjà tu dois te bagarrer pour avoir ton équipe en National League, faire tes transferts, est-ce que tu as le temps de mettre 1 million, 1,5 million? Parce qu'en général, c'est ce qu'on dit qu'il faut mettre sur le mouvement junior. Et à un moment, tu n'as pas de junior élite A, tu n'as pas de junior élite A. Voilà. Et ils ont plutôt tendance à partir à Bienne, qui a un excellent mouvement junior et qui va prendre un petit peu tous les gars du côté francophone du Jura, du côté alémanique du Jura, vers Soler et tout, qui drague un peu tout le monde et qui réussit un super boulot. Une partie du travail des Vauclair, ça va être peut-être de faire rester les joueurs du cru. Mais pour ça, il faut aussi leur proposer une solution avec des paliers qui sont intéressants. Alors, est-ce que s'il y en a un bon, c'est peut-être partir un moment au Canada en disant on n'a pas de junior élite, donc va t'aguerrir et reviens. Possible. Mais moi, j'aimerais bien voir, on l'a déjà dit, Gillian Colère, par exemple, qui a été linké dernièrement aussi avec Ajoie, ça paraît logique.
et d'autres joueurs. Moi, j'aimerais que Delémont joue à Porrentruy, mais bon, ça, c'est juste pour la forme, je pense. De nouveau, Stempfli, Christen, Delémont, il y a un moment, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Est-ce que Noah Delémont, à l'heure actuelle, tu peux lui donner une place dans le top 4 assurée avec Radgeb, Löw, Yakovenko, Forster et compagnie? Pour moi, non. Donc, Radgeb, Yakovenko, les deux défenseurs offensifs, voilà. Du coup, est-ce que tu peux donner par contre une place top 4 à Noah Delémont? Alors moi, je dis que oui. Tu peux lui donner la... Si Jordan Hauert, Alain Birbaum, un des deux, visiblement Hauert aimerait peut-être prendre sa retraite, hein, tu commences à construire quelque chose qui est pas... C'est pas pour gagner le championnat, mais ça devient cohérent, selon moi. Puis rappelle-toi aussi, alors je sais pas si c'est nous qui sommes différents du fan, on va dire, de base, ou du fan dans la patinoire du HC Ajoie, mais nous on aime bien quand il y a un jeune du mouvement, du cru, qui monte dans la première équipe, de suivre un peu son développement. Qu'est-ce qu'on on a parlé d'un Smirnov, sa première saison où il a eu un vrai rôle, de le voir évoluer. Moi, en NBA, un club que j'aime bien et que je suis beaucoup, bah, quand un jeune explose, j'adore, j'aime bien. Même si c'est Portland en l'occurrence, même s'ils se prennent des tôles, je vais quand même regarder le match pour voir ce que le petit jeune a fait, pour le voir évoluer, pour le voir grandir. Et si tu as 2-3 jeunes qui sont là, ça donne une raison d'aller à la patine, leur dire bon, bah ok, peut-être que ce soir qu'on dirait qu'on va s'en prendre une, mais est-ce que notre powerplay va être meilleur avec notre petit jeune qui vient? Mais il faut qu'ils existent, on est bien d'accord, ils poussent pas sur les arbres, et j'imagine pas plus dans le Jura qu'ailleurs. Mais si tu as une vision, tu arrives à les attirer, ben après tu peux peut-être les faire développer, les faire grandir, et puis après, ben, ce que Rapperswil a fait dans une autre réalité économique, c'est une évidence, on ne peut pas comparer à la Gold Custay et puis Porrentruy, mais Rapperswil a quand même fait ça, on l'a suffisamment dit à ce micro aussi, donc si la vision est... Langnau aussi finalement. Hein. Exact. Alors, Tim Gross-Niklaus, c'est pas le plus grand talent du hockey suisse, mais Tim Gross-Niklaus, les supporters de Langnau, ils le voient depuis quelques saisons. On a Petrini qui était sorti, qui nous avait un peu étonnés. C'est, mine de rien, assez intéressant. Il n'y a pas que Pessonen, Grenier, Olofsson, Sarella. Alors, il y a beaucoup de blessés du côté de Langnau, en tout cas au niveau des étrangers, mais il y a eu Pounenovs que tu vois grandir aussi. C'est franchement assez chouette. Je pense que c'est une vision très nord-américaine d'ailleurs de la chose, de dire, parce que vu qu'en dans ces sports-là, des fois ils vont tanker, hein, ce qu'on appelle tanker, c'est-à-dire forcément, tu sais que tu es moins bon, mais tu auras un haut choix de draft, vraisemblablement. Et donc tu peux aller chercher, tu auras l'occasion d'avoir un tout bon jeune. Et si tu draftes bien. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant dans cette vision-là. Et maintenant, si on reprend juste l'actu, on va pas s'apesantir, en tout cas, on va pas rester très longtemps là-dessus. 6-1 contre Zurich, 7-3 contre Lugano. Same old story, quoi, du côté d'Ajoie, quoi. Ouais, alors effectivement, on va remercier le HC Ajoie d'avoir communiqué mercredi matin cette nouvelle, comme ça, on avait de quoi dire sans trop parler des matchs, parce que, ben voilà, je pense que il n'y a pas besoin d'écouter Colfax pour avoir une plus-value sur les matchs actuels du HC Ajoie. Mettons en avant le fait que Tim Travers a mis 2 buts pour Lugano. On s'est suffisamment, je crois, à raison, moqué de son jeu. Ben, il fait pas une vilaine saison. C'est son 4e but, ses buts 3 et 4 en National League cette saison avec Lugano. Sinon, côté Ajoie, un doublé de Gauthier Leduc. Mm-hmm. Et voilà, honnêtement, je pense que sur les matchs, ouais, c'est un peu pénible, mais il y a un nouveau vent qui souffle du côté de Porrentruy, peut-être. Au moment d'accueillir Zug le 21. Ouais, puis il les joue 2 fois, je crois. Oui, le 21 et 28, si je ne me trompe pas. Alors, on se rappelle, hein, il les avait battus 3-2 après prolongation à Zug. La vérité du début de championnat et la vérité du mois de janvier, quand tu vois la Mannschaft avec le retour de Gregory Hoffmann, ça va être... on ne sait jamais, hein, mais j'ai pas l'impression que Zug maintenant va venir avec l'idée que ça va être très facile. Ils vont jouer un match sérieux comme Tangnes sait le faire normalement, donc ça va être sympa. On reste du côté du Jura, mais là on passe au pied du Jura avec Vienne, qui a finalement réussi à récolter quand même un point de son déplacement à Zug. Et on le disait avec l'arrivée d'Hoffmann, c'était gentiment
ça devient gentiment compliqué de jouer Zug. C'est la machine se met en route de plus en plus et on va retrouver potentiellement le Zug champion, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le champion en titre. Et je me rappelle quand on disait Zug Zurich qui était solide au début de saison, on les imaginait. Et maintenant qu'on voit comment ça se goupille, ouais, c'est... Quand tu vois que Zurich enchaîne. Quand tu vois que Zurich a plus que 3 points de retard sur Fribourg, alors on va parler des points par match, parce que voilà. Mais alors qu'ils étaient pas très bien il n'y a pas si longtemps, là maintenant ça roule et Zug c'est pareil. Et Zug a tout le temps été un petit peu mieux quand même. Tout à fait. Mais oui, gagner les points contre Zug, ça va pas être une mince affaire tous les soirs. Et il y a eu ce match, alors il est un peu plus vieux parce qu'il y a d'une semaine parce que c'était le mercredi soir, puis nous on avait sorti notre épisode à 17h, il y avait eu ce Bienne-Berne 8-7, incroyable, un match complètement fou. C'est ce genre de match, des fois aussi, de temps en temps, à NHL, il y en a un haut scoring. T'as l'impression que tout va rentrer. Un type va tirer au but, ça va rentrer. Du coup, c'est échange de coups. C'est vraiment un combat de boxe permanent où... et qui c'est qui va l'emporter, qui c'est qui va marquer, toucher le dernier. C'est Gaëtan Haas en prolongation. Pour une victoire assez importante, mine de rien, pour le moral dans un derby comme ça. Plus que pour le moral aussi, parce que Berne, finalement, c'est une équipe contre qui tu es censé te battre pour cette place 6. Surtout qu'on rappelle, il y a environ un mois, on disait un peu bien, un petit peu sur la pente descendante. On s'inquiète un tout petit peu de les voir régresser gentiment. Là, ils se font une semaine à 6 points. C'est 2 points contre Berne, c'est 3 points contre Lugano et 1 point contre Zug. Ça fait 6 points sur les 9. S'ils font ça encore un bout, il n'y aura aucun souci. Mais ce match contre Berne, moi, il y a un joueur à mettre en avant, c'est Luca Conti. On n'en parle pas énormément parce qu'on est un peu habitué à Luca Conti. En plus, il ne fait pas une saison extraordinaire. 5 passes décisives ce soir-là. Et il était de toutes les actions. C'était impressionnant à voir. J'ai eu un plaisir à ce match. Par chance, j'avais décidé d'y aller. Je sais pas pourquoi à la base, parce qu'un Bienne-Berne, tu te dis, c'est un derby. Voilà. Et tu sais pas trop à quoi t'attendre en allant là-bas. Et puis, c'est parti dans tous les sens. C'était vraiment extraordinaire. Et quand tu as des joueurs comme Conti, comme Brunner, et que c'est une soirée un peu folle, ça la rend encore plus folle, j'ai l'impression. Et ce soir-là, 5 passes décisives. On a parlé du quintuplé de Timo Meyer en début d'épisode. Dans un autre contexte, mais 5 passes décisives, c'est quand même c'est un joli accomplissement. Exactement. Et j'ai bien aimé aussi Offer dans ce match, qui était vraiment... il était blessé à un bon moment. Il connaissait une bonne saison. Je me rappelle aussi, quand il était arrivé d'Ambry, on se demandait est-ce que c'était pas un jour un peu compliqué. On se posait la question. Je crois qu'il y avait une petite réputation, mais... Et puis finalement, le vestiaire biennois a encore une fois fait son œuvre. L'entraîneur a encore une fois eu finalement je sais pas si c'est le fin nez, mais en tout cas a réussi à canaliser le joueur, ou en tout cas à l'utiliser de la meilleure des manières. Et on parlait, ça doit être la semaine passée, j'y ai repensé après, on parlait du Hugli, on disait oui mais Kessler peut monter et tout. Puis après je me suis dit mais t'es Bobet, oublie pas qu'il y a encore Offer, qui est hyper utile dans cette équipe, que tu peux monter sur les 3 lignes. Et là, en ce moment, il est vraiment très bon. On a le match d'après contre Lugano, c'était pas Brunner, mais voilà, il y a eu Rayala, il y a toujours un petit peu du Künzle, tranquillos. Ouais, lui, il fait vraiment son job. Et contre Zug, on a du Brunner. Et ça démontre finalement la grande qualité de cet effectif, c'est que t'es pas attaché à un seul joueur ou à une seule ligne. Non, un coup c'est Conti qui éblouit, puis un coup, tout d'un coup, c'est Brunner qui va redevenir le Damien Brunner du début de saison. Enfin, c'est vraiment assez incroyable de voir ça, et que finalement, le presque le plus frustrant là-dedans, et on l'a déjà dit, et puis tu l'avais thématisé aussi pour dire, les gars, attention, c'est pas parce qu'il marque pas 5 goals par match ou 5 points par match que Gaëtan Haas, c'est pas... Mais on l'a vu quand il a marqué contre Berne, le but en prolongation. Il était tellement soulagé aussi d'avoir marqué ce goal-là. Et on aimerait peut-être qu'il marque un
peut-être un peu plus de buts ou un peu plus de points aussi. C'est ça, c'est peut-être le manager, hockey manager qui parle, mais voilà. J'ai parlé un bon moment avec lui à la fin de ce match, Bien Bern. C'est quelqu'un. À l'interview, on parle souvent des joueurs qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, ou qui sont plus ou moins taiseux, plus ou moins intéressants, etc. Du coup, on parle très souvent de Tristan Chervet à ce niveau-là. Il y a Gaëtan Haas, est aussi quelqu'un qui est tout le temps intéressant, qui dit ce qu'il pense, qui le dit comme il le pense, sans réfléchir trop loin à quelles conséquences il pourrait y avoir si je dis ci, si je dis ça. Et quand il fait de la merde, il le dit. Quand son équipe n'est pas bonne, il le dit. Et là, c'était très intéressant de parler avec lui de cette espèce de crise de confiance dans laquelle il est. Il disait, mais j'ai pas la même hargne qu'à certains moments. Et il dit, et des fois, j'en ai trop, j'ai envie de trop en faire. Des fois, il n'arrive pas à jauger son effort, disons. Et c'était très intéressant de le voir parce qu'il se psychanalysait presque tout seul au micro à nous expliquer ça. On dirait Genadzi. Presque, c'est dans le même genre, effectivement. Et moi, je trouve déjà sain qu'il y ait des remises en question qui soient faites. Je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs qui arrivent à atteindre le statut de sportif d'élite qui ne soient pas capables de se remettre en question, qu'on soit clair. Mais il y a plusieurs niveaux de capacité à se remettre en question. Je pense que lui, il est assez haut, assez élevé dans le niveau. Et voilà, avec Rayala, il parle beaucoup. Il se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup mieux à faire vu les profils des uns et des autres sur cette ligne qui sont... Il laisse aussi, lui, trouvait qu'il laissait tout le temps un petit peu le troisième larron dans son coin à faire ses trucs, là, il chier ses temps, et qu'ils doivent beaucoup mieux l'intégrer dans cette ligne, et que ils y travaillent, ils sont en train de faire des ajustements dans ce sens, mais malgré ça, Bien gagne ses matchs là au milieu, donc finalement c'est assez positif, et c'est aussi plus... Tu travailles un peu plus sereinement quand on te demande pas d'en marquer 2 par soir, parce qu'il y a personne d'autre qui est capable de marquer des buts. Non, t'as la Künzle Kunti Brunner qui fonctionne quasi tous les soirs, donc ça enlève un peu du poids des épaules, et j'imagine aussi d'un poids mental, on parlait de la charge mentale de Gaëtan Haas du côté de Bien, doit être un tout petit peu moins lourde grâce aux autres. Tu le dis, il a son contrat de 5 ans, enfin, à la fois il va se mettre de la pression forcément, parce que sportif d'élite, puis qu'il a envie de faire toujours mieux. Et puis en plus, il y a quand même il doit y avoir une pression extérieure parce que on attend beaucoup de lui. Mm-hmm. Je vais me risquer à une comparaison peut-être hasardeuse, mais Marco Dermatt en ski, quand il est à Adelboden, tout le monde vient pour le voir gagner. Et il l'expliquait, il disait, j'avais 2 pressions. La pression que je me mets moi-même parce que j'ai envie de performer, et la pression d'avoir à peu près toute une vallée et tout un pays derrière moi qui veut que je gagne cette course. Et finalement, le soulagement d'avoir réussi à faire ça, des fois, on ne se rend pas compte aussi que, c'est un peu la même chose quand on parlait d'Hoffman aussi. On juge beaucoup les sportifs en disant, mais eux, ils se jugent déjà énormément eux-mêmes. Mm-hmm. Je trouve que ce que tu dis de Gaëtan Haas, c'est assez juste, finalement. On enchaîne. Fribourg, le leader, qui, derby de Zeringen, logiquement, l'a gagné. On a l'impression que c'est... Alors, il n'y avait pas 8900 spectateurs comme lors d'un incroyable 5-3, plus tôt dans la saison. Il n'y avait que 8400 spectateurs. C'est quand même fort joli de la part de Gauthieron quand au derby lémanique, il y avait 4500 personnes. Ouais. De se dire qu'il y avait 4000 personnes de plus dans un autre derby important. Et la santé de Genève fait que, je pense qu'on en parlera un petit peu après, parce qu'on va parler de Genève sur la partie fribourgeoise, mais la santé actuelle de Genève n'est plus une excuse pour dire « Ouais, mais bon, t'as vu les résultats ?» Non, là, ils étaient à 8 victoires en 9. Ouais, là, c'est 9 en 10. Ouais, non, c'est 9 en 10. C'est plus un argument. C'est vrai que c'est à la fois décevant ce qui se passe un peu partout dans la ligue. Puis là, effectivement, à Fribourg, ils étaient sevrés de hockey. Bon, la crise de Gauthieron a pas trop pesé parce qu'ils avaient 100% de défaites en 2022, donc une défaite à Zurich. Mais depuis, quarantaine d'environ 2 éternités et demie. Ouais, là vraiment, je t'avoue que je me disais un peu la même chose avec Ajoie. Vous pouvez pas revenir un peu avant? Vous êtes vraiment obligé de revenir quasiment 2 semaines après. Alors,
je me fais un peu le porte-parole de Philly Veuclin qui doit faire un calendrier où c'est vraiment pas simple. Parce qu'en plus, quand il y avait les matchs à huis clos, comme il l'expliquait, il n'y a pas de problème. Tu pouvais t'arranger pour faire un mercredi. De toute façon, tu t'en foutais, il n'y a personne. Mais là, il y a la télévision d'une part, et puis surtout, les billets à émettre, il faut rechanger les trucs. C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même tout un logistique. Les buvettes à organiser, même si à certains endroits, tu peux plus consommer à l'intérieur comme à Genève, il faut quand même organiser. Il y a une logistique autour d'un match. Après, il faut pas oublier le return to play de 5 jours qui est mis en place pour que les équipes aient du temps pour justement pas sortir de quarantaine le lundi matin et puis de se retrouver sur la glace le mardi soir, parce que déjà que moi je trouve qu'on surcharge un peu trop actuellement le calendrier des équipes, et on en parle sur Fribourg, mais on peut en parler pour Genève actuellement. Genève qui avait joué je crois 2 matchs en 1 mois et demi, et puis là ils jouent 608 à peu près. Faut aussi un petit peu réfléchir, je trouve, à un certain moment. Puis surtout maintenant qu'on a pris le parti de faire les points, le classement au point par match, peut-être qu'il y a certains matchs que tu pourrais te dispenser de placer. Et ce Fribourg-Genève de ce mercredi soir qui donne du coup le 4e match en 5 soirs de Fribourg et le 608 ou 609, non 608 c'est juste, de Genève. Ah là on exagère un peu, je trouve. Et on joue aussi un peu avec la santé des joueurs. Pourquoi un peu ? Non, on joue avec la santé des joueurs, c'est clair. Et Christian Dubé l'a dit, est-ce que c'est à lui de le dire ? Je sais pas. En même temps, il ose le dire, disons. Mais c'est un peu une idée qui est un peu partout dans la ligue, c'est de se dire attention quand même. On peut pas surcharger nos gars. Et la raison, c'est quoi ? C'est la télé. Et puis tu dis ouais, mais vraiment, est-ce que oui, bien sûr, c'est 34 millions qui tombent dans les caisses chaque saison, et donc forcément qui paye décide, donc la télévision décide ça. Faut pas être naïf. Mais là, il y a quand même beaucoup trop, je trouve. Mais espérons que tout le monde passe les matchs sans encombre. Et après, voilà, c'est aussi aux entraîneurs d'être malins. Je parlais avec Yann Cadieux à la fin du match, mais on en reparlera aussi après. Mais gérer les temps de jeu, parce que tu sais que tu reviens le lendemain, tu sais que tu reviens le surlendemain. Certaines équipes ont plus de profondeur que d'autres, ont peut-être été épargnées par les blessures. Fribourg a aucune profondeur, par chance pour Fribourg. Il n'y a pas de blessés actuellement, mais il y a 3 semaines, avec Valzer, Jörg, Diaz absents, ça n'aurait pas été la même chose. Donc là, Fribourg va un peu passer entre les gouttes justement de cette répétition des matchs, parce que tout le monde est là et en santé. Tu peux aller chercher à Fribourg éventuellement des juniors, mais c'est pas non plus extensible à l'infini. Ouais, et aussi à Zurich, on n'en a pas parlé, à Zurich, Fribourg avait, je crois, 3 places libres sur l'alignement. On a demandé à Christian Dubé, mais tu veux pas faire venir des juniors plutôt, parce que là, au moins qu'ils me remplissent un maillot. Puis il dit ouais, mais quand tu as des cas Covid dans ton vestiaire junior, tu prends pas des juniors en chevaux de 3 dans ton vestiaire principal pour qu'ils t'amènent le Covid. Donc non, en fait, à un moment, tu dois aussi prendre ce genre de décision, puis dire non, on va pas aller chercher quelqu'un à Olten ou à Viège pour faire le nombre, alors que potentiellement à Viège il est infecté. Et bon, maintenant tout le monde est passé par la case Covid ces 3 dernières semaines, donc ça devrait être un peu plus simple. Tu sais, ça me fait penser, j'ai vu ce matin sur Twitter, ça va être en France, un calcul. Quand tu rentres dans un restaurant de 30 où il y a 30 personnes, il y a 85% de chances pour qu'il y ait quelqu'un qui est Covid qui puisse leur filer. Enfin, c'est pour dire à quel point on est dans un moment où, en gros, passante les gouttes, c'est le machin de Super Mario qu'on voit de temps en temps avec le parcours, ou bien c'est Matrix qui évite les balles, quoi. Faut être solide. Mais si on revient à Fribourg, victoire dans ce derby de Zeringen avec un gars, ça, on a parlé de Kylian Motet, mais finalement, Julien Sprunger aux Jeux Olympiques, non, mais... Alors, aux Jeux Olympiques, je sais pas, mais par contre, c'est assez remarquable de voir... Championnat du monde, je sais, il faut pas l'embêter, parce que c'est à la fin de saison. Mais là, maintenant, Jeux Olympiques... Je pense qu'il a d'autres... Il a envie de ménager son corps, il a 36 ans. Mais ça reste remarquable ce qu'il est en train de faire. C'est 26 matchs, 22 points, 10 buts. Il a déjà quasi autant de points que la saison dernière, où il finit avec 26 points, 15 buts en 51 matchs. Là, il a été un petit peu blessé. On oublie un petit peu aussi qu'il fait une bonne saison parce qu'il n'est pas tout en haut dans le classement des compteurs en ayant raté quelques matchs. Mais là, on voit sur la contre-attaque
qui lui permet de marquer le 3e but. Il a encore un joli coup de patin. Il a des... Ouais, puis le flair, je trouve que... Exactement. Puis après, il fait son petit move. Il met l'attaquant reconverti défenseur dans le vent. L'autre défenseur est complètement aux fraises. Schmidt fait une fausse piste pour attirer un des trois Bernois. Ouais, puis lui laisse beaucoup trop de gap en plus. Absolument. Mais derrière, quand tu laisses 1 cm² à Julien Sprunger, c'est une action de but. Donc quand tu lui laisses 1 mètre, c'est but, quoi. C'est pas plus compliqué que ça avec Sprunger. Et 3-1, c'est-à-dire que Berra à nouveau était solide. Ce qui est assez amusant, c'est que Connor Hughes a joué pour Genève mardi soir contre Lausanne, mais qu'il a l'interdiction, logique finalement, de jouer contre Fribourg. Donc c'était aussi un peu une manière de dire, de toute façon je ne pourrais pas compter pour Yann Cadieux, on en reparlera aussi après, mais vu que le match de ce soir entre les deux équipes, est-ce qu'on pourrait imaginer Connor Hughes avec Fribourg ce soir ou bien non? Je l'ai lu dans La Liberté en tout début de semaine que non, que Berra aurait du travail plein les pattes. Plein la musette. Voilà, exactement. Après, effectivement, ils auraient pu économiser des kilomètres à Hughes en disant t'es à Genève, viens dans l'autre vestiaire un soir. Mais non, je crois que ça fait pas partie du deal. Berra, il est capable de jouer, mais après 4 matchs en 5 soirs. Hein. Là, on y revient. S'il y en a bien un qui est capable, c'est lui, mais quand même. On y revient quand même, 4 en 5, c'est compliqué. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles Christian Dubé n'est pas content, c'est que son gardien va devoir vraiment, vraiment enchaîner les matchs. Et c'était pas prévu au moment du prêt. Je pense que Berra a intérêt de rater 1 ou 2 entraînements et puis de faire un peu de stretching plutôt que de patiner, je pense, ces prochains jours. Et puis, aussi du côté de Fribourg, il y a Di Domenico qui a été de nouveau assez bon. Et je me dis, vraiment, il va quand même manquer à cette équipe. Parce qu'on rappelle qu'il a signé à Berne pour les 2 saisons. 2 prochaines saisons. Ouais. Du coup, faudra trouver quelqu'un comme Chris Di Domenico pour... Je suis complètement d'accord. Et pourtant, je comprends la décision, mais je suis complètement d'accord que c'est une pression monstre sur les épaules de Christian Dubé. C'est 41 points déjà pour lui. C'est 10 de plus que Kylian Motet, qui fait pourtant une belle saison. C'est dire à quel point Dido est excellent cette saison. Je pense aussi qu'en prenant cette décision-là, Christian Dubé, déjà, est-ce qu'il s'est juste heurté à un prix qu'il ne pouvait juste pas mettre, peut-être. Mais peut-être qu'il s'est aussi fait confiance dans son scouting et s'est dit, moi, j'ai peut-être au moment de la négociation avec Di Domenico, j'ai tel joueur qui pourrait être sur le marché, j'ai ces 4-5 options qui m'intéressent, qui sont toutes un tout petit peu moins chères. Si j'économise 40 000 francs là, que je peux peut-être mettre sur mon 5e étranger. En plus, admettons, Brodin part, tu peux mettre Brodin plus 40 000, tu as peut-être un meilleur joueur. C'est une équation à plusieurs inconnus. Là, la seule chose qui n'est pas inconnue, c'est que Di Domenico part. Pour le reste, on a des X et des Y actuellement avec quoi on doit s'amuser. Mais je me réjouis de voir à la fin, une fois que tout sera complet, de voir comment il sera remplacé. Finalement, dans une autre mesure, comment Lausanne va remplacer le départ de Christophe Berchi. Mm-hmm. Et quand ils ont engagé Uglise, avait sauf erreur mis une mention que c'était pas lui où il y avait eu une interview sauf erreur que c'est pas lui qui allait remplacer Berchi, mais il y aurait plusieurs remplaçants. Et après est-ce que le budget sur les étrangers va être plus haut? Mais bon, bref, ça c'est Lausanne, on en parle plus tard. Mais pour dire, dans ce départ pris pour ce qu'il est, à savoir juste ce joueur qui s'en va, oui, ça va faire un trou. Après, au bout du compte, est-ce que les étrangers qui vont venir vont avoir plus d'impact que Di Domenico tout seul? C'est possible. Et aussi, encore une fois, on le verra en play-off, Di Domenico. Est-ce qu'il va être capable de jouer à ce niveau de sérénité durant toute une série de play-off? Peut-être. Ça n'a encore pas vraiment été le cas depuis qu'il est en Suisse, donc laissons-nous surprendre. Et puis encore juste un petit truc qui a attiré l'attention de pas mal de monde en Suisse romande surtout, c'est le retrait de maillot de René Fazel à la BCF Arena mardi soir. Et c'est assez drôle parce que sur Twitter, il y avait plusieurs réactions, mais souvent assez polarisées parce que soit, on va dire, pro-Fribourg ou pro-Lausanne ou anti-Fribourg, anti-Lausanne. Et là, on a une réflexion justement de Marco, un de nos auditeurs, qui est pas du tout... il est à la BCF Arena, je crois qu'il est neuchâtelois, donc il n'est pas du tout fan d'une des deux équipes,
Et puis il disait, ce qui est un peu bizarre, le timing du truc avec toutes les histoires autour du championnat du monde 2026, quand même pas très heureux ou quoi. Et ça m'a fait sourire de voir de la part de quelqu'un qui est vraiment pas du tout impliqué émotionnellement là-dedans, qu'il ait remarqué ça. Ouais, je trouve le timing aussi un tout petit peu étonnant. Faut peut-être voir les choses dans une chronologie différente au moment où, parce qu'ils n'ont pas décidé hier matin de faire ce truc avec René Fazel, c'est sûrement planifié depuis X semaines. Je pourrais même te dire que c'est peut-être planifié depuis une année. On rappelle qu'il avait dû faire une année de plus à cause de la pandémie. Hein, donc, Ouais, mais que cette date a peut-être été encerclée depuis un bon bout de temps. Et le processus de désignation des villes hautes pour le championnat du monde était pas censé sortir dans les médias de manière aussi abrupte. Et ça devrait encore être sous le tapis actuellement. Et je pense déjà, on va réfléchir dans l'autre sens. Je pense qu'ils ont juste pensé à rien de tout ça. Ouais. Faut être clair. Est-ce qu'ils auraient dû y penser? C'est une autre question, mais ils y ont pas pensé. Et ouais, le timing, il est vraiment surprenant. En même temps, et on l'a dit la semaine passée, moi je crois pas au marionnettiste René Fazel. Non, est-ce qu'il y a j'aime pas le mot du copinage, mais est-ce qu'il y a des relations politiques? Évidemment, il y a plus. Enfin, le sport, c'est de la politique. Oui. Et a fortiori, quand tu commences à parler d'organisation de manifestations, quand tu commences à allouer des budgets à gauche et à droite pour organiser des trucs, des rentrées financières pour les villes, évidemment que c'est de la politique. Maintenant, est-ce que moi, j'arrive pas à imaginer René Fazel en le parrain du hockey mondial, pas plus maintenant qu'avant, ou a fortiori moins maintenant qu'avant qu'il était en poste. Et encore une fois, c'est la même blague que la semaine passée, hein, mais il y a le Kazakhstan en face et moi, je pense qu'il roulerait plus pour le Kazakhstan que pour Fribourg. Mais d'ailleurs, Marco il y avait quand même eu cette histoire avec Loukachenko et l'embrassade. Et ben, ça, c'est quand même un truc, je pense que les gens vont se souvenir. En tout cas, une image marquante de la fin du règne de Fazel, qui a quand même resté 27 ans à la tête de l'IAHF. Il y a quand même cette histoire avec Loukachenko. Je pense que s'il pouvait en effacer une ou deux, c'est l'image en plein Covid où il se fait étreindre par le gars qui le bouffe à moitié tellement il est grand. Ça, il reviendrait. Bon. Mais remettons les choses par contre. Alors, le timing est vraiment étonnant et on a le droit de s'en étonner. Et je pense que c'est sain de s'en étonner. Par contre, que Fribourg décide d'honorer un des siens, parce que c'est quand même quelqu'un du cru, qui a été 27 ans en poste comme dirigeant du hockey mondial et dire, ben voilà, pour tout ce que tu as apporté à ce sport et à la région de Fribourg, etc., on t'honore. Je suis absolument pas choqué par ça. Par contre, ça aurait très bien pu attendre 6 mois et le premier match de la saison prochaine, ça aurait pas changé grand-chose ça aurait changé personne ça aurait rien changé pour personne. On enchaîne avec Genève, ça tombe bien parce que, comme on l'a assez répété, il y a ce match ce soir entre les deux clubs. Genève qui bouge pas, hein, c'est 2 matchs à la maison, donc c'est assez pratique. Ça va quand même ça va siffler au niveau des adducteurs et je pense que ce qui est bien au moins, c'est que les deux clubs ont joué hier. Et comme ça, il n'y a pas de... Oui, mais ils ont joué plus de matchs que... Alors, à cela près que Genève doit être sans doute un peu plus en jambes que Fribourg qui sort de quarantaine. Mais sinon, en termes de pure fatigue jeu, on est assez bien, on est assez au même niveau et donc c'est plutôt encourageant, ça va. Mais Genève va très très bien, c'est 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Lausanne le 8 janvier, mais sinon, c'est assez impressionnant de voir à quel point ils ont pu tourner switcher, quoi. Et... Alors, oui, bien sûr, il y a le retour de Tanner Richard, il y a eu le retour de d'autres blessés, il y a le fait que Pouillotte est suisse, il y a plein de petites choses. Mais en même temps, il a quand même fallu composer avec Turkirchen, avec Niffler, avec Connor Hughes. Dans le genre instabilité à un poste clé, ça se pose quand même assez là. Et ça n'a pas eu forcément les conséquences les plus négatives sur la marche en avant. Donc moi, je suis épaté par le fait
ouais, il y a quand même des petites choses qui... C'est pas un long fleuve tranquille, donc ils arrivent à surfer sur une vague positive en faisant fi de certaines choses qui sont pas hyper simples à gérer, quoi. Moi, j'aime bien la gestion. Et là, on peut parler des deux clubs. Justement, tu parlais de la fatigue à gérer. Et avant, je disais aussi que Cadieux m'en parlait à la fin du match de comment on appréhende une période chargée comme celle-ci. Et c'est drôle, la similarité entre Fribourg et Genève. Comment les temps de jeu ont été répartis. Il n'y a qu'un joueur des deux côtés qui a dépassé les 20 minutes de glace. Donc, Temernes, c'était un jour off. Il avait que 22 minutes de glace contre Lausanne, malgré les quelques secondes de prolongation, mais 22 minutes. Tous les autres sont en dessous. Et à Fribourg, il n'y en a qu'un seul aussi, c'est Ryan Gunderson, 22 minutes. Et les deux entraîneurs ont bien géré cet aspect-là en prévision justement de la rencontre de ce mercredi soir. Fribourg a eu c'était un tout petit peu plus facile de gérer ça pour Fribourg qui a pris un petit peu d'avance lors de la troisième période et encore à la 51e. Tu peux pas changer drastiquement ton temps de jeu, mais quand même, je pense que ça a un petit peu aidé. Et Genève s'est battu jusqu'à la dernière seconde avec Lausanne. Mais j'aime bien voir comment les deux coachs ont géré ça. Donc, on aura deux équipes fraîches. On aura une équipe de Genève, comme tu l'as dit tout à l'heure, 9 victoires sur les 10 derniers matchs. En gros, Genève, c'est l'équipe en forme du moment avec Zurich. Ça va quand même être un peu short pour remonter plus haut que le top 6. Dans le top 6, mais... s'ils y arrivent, c'est remarquable. C'est alors un véritable exploit. Hein. Ouais, Sérieux. On s'en fout du point par match parce qu'on comprend. On n'arrive pas à avoir une perspective sur... ça veut rien dire. Moi, j'aime quand tu avais dit ça, c'est une victoire à 0,14. C'est plus ça. une victoire à 3 points. C'est plus un match à 6 points, c'est un match à 0,14 points par match. Mais là, Genève a 10 points de retard sur Davos avec un match en moins. Ça, on comprend un petit peu mieux. Donc, le match en moins, il le joue ce mercredi soir contre Fribourg. Donc, en cas de victoire, Genève revient à 7 points de Davos. Davos qui cale un tout petit peu. Ouais. Il reste une grosse dizaine de matchs pour reprendre 7 points à Davos. C'est pas impossible, surtout si Genève continue à ce rythme-là. Et on en parlera après pour Lausanne également. C'est pas impossible. Mais... comme on dit chaque fois, quoi. Si les équipes gagnent des matchs, il y en a d'autres qui les perdent. Donc, ils vont pas tous pouvoir gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc, ouais, puis on sait jamais. Après, on n'a pas regardé forcément le calendrier détaillé de Davos, mais suffit qu'il y a un ou deux matchs un petit peu plus simples aussi pour tout d'un coup de nouveau faire 3 points. Là, ça va pas trop, mais j'ai trouvé que contre Zurich, c'est quand même 3-2. Ils étaient un peu menés facilement 3-0, mais ils sont revenus derrière. Est-ce que tout d'un coup, ils n'ont pas retrouvé quelque chose? Il y a Bromé qui est de retour. Ouais, ils ont quand même encore 2-3 blessés. Il y a toujours Valentin Nussbaumer qui est blessé. Ça revient gentiment. Il ne faut pas les enterrer, clairement. Non, vraiment pas. Mais effectivement, là, Genève est on va dire, à 1 ou 2 victoires de commencer à vraiment mettre la pression sur Davos. Et vu le jeu proposé actuellement, vu la compacité, on va dire, de Genève, parce que c'est solide à tous les niveaux actuellement. Manque encore un Josh Jarvis qui est absent pour des raisons personnelles, nous a-t-on dit juste avant le match de mardi. Mais tu remplaces Miranda sur la 1 par Josh Jarvis, tu fais glisser Miranda sur la 3 à la place de Patry. Puis après, Patry vient sur... t'as ton line-up, en fait, un peu espéré en début de saison, le line-up, entre guillemets, parfait, finalement. Exactement. Et derrière, t'es pas mal. Maintenant, ils ont même Jonathan Mercier qui est surnuméraire. Donc là, il y a vraiment des choix qui peuvent être opérés par Yann Cadieux. Et les gardiens tiennent la route. Dominique Niffler est vraiment bon. Franchement, alors c'est Hughes qui a joué contre Lausanne, hein, mais je veux dire, Niffler, c'est une sacrée surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue à ce niveau-là depuis qu'il est à Genève. Après, il faut prouver sur la durée, c'est une évidence, mais les choix faits par Marc Gauci ces 2 derniers mois, il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Non, parce que Hughes, on va dire, il y a eu ce but annulé en tout début de match où ça fait une chandelle, ça part, il fait pas un arrêt clé, et du coup, il met un peu tout le monde en danger par cette parade-là. Le premier but de Fuchs, selon moi, il est quand même pour lui.
Oui. Mais il s'en est quand même bien sorti dans l'ensemble, finalement. Après un début un peu shaky, ça a quand même été mieux au fil du match. Et ça s'est terminé finalement de la meilleure des manières avec une action. En fait, en 14 secondes, 16 ou 14, je sais plus, c'était incroyable. J'aimerais bien que tu... C'est toi qui avait remarqué aussi Oui, ça. si tu regardes, je vais en parler dans ma newsletter qui va sortir jeudi matin à 7h pour ceux qui ne sont pas encore abonnés depuis le temps que j'en parle. J'espère qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Non, Il y a une app aussi, d'ailleurs. il y a l'app qui est sortie aussi pour ceux que ça intéresse effectivement, qui est disponible sur iOS et Android. Donc on est très content parce que ça nous manquait un petit peu. Mais ouais, je vais un peu décrypter ça dans ma newsletter. C'est intéressant de voir le 3 contre 3. Tanner Richard à l'engagement. Bon, ça, c'est pas très intéressant dans le sens où c'est ton meilleur à ce niveau-là et puis il va le gagner son engagement, tu sais. Et quand il gagne l'engagement, il y a Phil Poula, il fait un petit coup d'œil au banc pour, on dirait, prendre l'information. Et ils vont les deux avec Temenes derrière le but. Les deux alliés partent chacun sur son côté. Richard, au lieu de continuer sa course le long de la bande, saute sur le banc. Winnick à l'autre bout du banc. Donc Richard sort de la glace au milieu de sa zone. Winnick rentre sur la glace à la ligne rouge. Donc il gagne 10 mètres en une seconde. Et il part dans le dos du défenseur, enfin du joueur lausannois. Ça crée un 2 contre 1 derrière. Bon, ils le mettent en deux temps, mais c'est comme ça que le décalage s'est créé. C'est une petite technique que Ville Peltonen aimait bien faire avec le Lausanne HC. Les fans du LHC ont dû avoir ça, avoir un petit moment nostalgique pour ceux qui l'observaient à l'époque. Peltonen faisait très très souvent ça. Et voilà, ça a complètement fonctionné. Et je pense que les équipes qui vont scouter Genève en cas de 3 contre 3 vont plus se faire avoir derrière. Il y a deux joueurs qui ont été notamment, j'ai trouvé, est-ce que c'est au-dessus du lot, je sais pas, mais en tout cas, Tom Ernest, oui. Et puis, on a parlé de Joël Vermine pour la sélection, qui pouvait peut-être, chez certains, si tu t'attaches à la production offensive, et si tu regardais les matchs de Genève où tu avais l'impression qu'il traînait un peu son spleen à un moment, bah là, sur ces, on va dire quoi, derniers mois, Joël Vermine revient vraiment, vraiment en forme et est une véritable force pour Genève Servette. Tom Ernest, on va arrêter d'en parler parce qu'on sait qu'il est extraordinaire, donc voilà. Mais si en plus Vermine peut encore aider, avant de partir pour Berne, eh ben, c'est tout bonus. Et peut-être aussi que Vermine, finalement, peut-être qu'au début de saison, les Genevois étaient là. Il peut seulement se casser, alors il ne nous sert à rien, on le paye trop cher, etc. etc. Là, quand ils voient ce Vermine-là, ils doivent gentiment regretter son départ, je pense. Ouais, effectivement. Là, ces temps, c'est le joueur que tu imaginais avoir à cet endroit depuis le début de saison. Et comme tu parlais avant, c'est le line-up espéré avant la saison. Et c'est même le line-up au niveau espéré avant la saison, notamment pour Vermine. On oublie quand même encore qu'il nous manque Noah Rod. Hein. Oui. On ne l'a même pas mentionné avant. C'est dire Rod si et tout Joris, c'est vrai, ouais. Joris, oui. Mais c'est dire si tout va bien, parce que Rod, tu le glisses en deux, en fait, avec Richard et Vermine. Je me rends compte qu'on a... Parce que là aussi, on parle de Künzle, Kunti, Brunner, Vermine, Richard, Rod, c'est un peu les Riri Filelou de là-bas, quoi. Donc, ils vont tout le temps ensemble. Donc, le line-up, il va bientôt être complet. Là, attention, quoi. Puis pour terminer ce chapitre genevois, on avait encore une question de Sève qui nous demande Marco Maurer est en fin de contrat, il n'est pas bon en ce moment, relance catastrophique. Qu'est-ce qu'il en est pour la saison prochaine? Est-ce que son agent a des touches quelque part? Alors j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. C'est un scandale. 33 ans, il va sur ses 34, logique, tu me diras. C'est quand même comme ça que ça fonctionne en général. Ah, mais ça, Colfax, on voit qu'on est bon sur l'analyse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a 34 le mois prochain. Je me dis que tu peux gentiment t'en séparer. Ouais, il est dispensable, disons, Marco Maurer. Même si je trouve qu'il avait un rôle de mentor qui n'était pas inutile avec Carrère et Lecoultre. Absolument. Mais au bout d'un moment, s'il ne te donne pas satisfaction... Tu parlais de Mercier aussi avant. Je me disais, tiens, est-ce que... Mais Mercier est plus âgé, je crois, oui. Aussi. C'est difficile. Mais est-ce qu'un profil comme Maurer, est-ce que tu peux pas le trouver finalement? Ouais, qu'est-ce que le marché t'offre? Est-ce que
est-ce que tu pars à deux défenseurs étrangers, mais c'est déjà le cas cette saison du côté de Genève. Donc, Mais un autre profil que Vatanen peut-être. Exactement. Donc là, il y a aussi des pièces qui vont peut-être être changées, mais je comprends la remarque que Maurer n'est pas terrible. Après, on parlait de la dimension physique dans le jeu d'un Christian Marty pour l'équipe de Suisse. Lui, il peut amener ça aussi, justement. Et on sait qu'en play-off, ça peut faire des différences. Lui, comme je disais pour Di Domenico, peut-être attendons aussi de voir en play-off, si play-off il y a, mais en tout cas en post-season pour Genève, avec les pré-playoffs qui devraient probablement être là. Et encore, comme je disais avant, on ne sait pas. Mais là, il peut aussi amener une autre chose. Et si là, il est bon, peut-être que c'est le passe-droit pour le prolonger d'une année. Ça me fait penser à un Thomas Thierry, par exemple. Je crois qu'il est en fin de contrat avec Berne. Il est quand même... c'est un Français qui a été formé à Genève. C'est un défenseur plutôt défensif, solide. Si tu veux rajeunir, reprendre un gars de la maison... Est-ce que ça pourrait faire sens, selon toi ? Alors, en tout cas, je pense que les gens se souviennent de Thomas Thierry comme d'un ancien junior du club qui était très prometteur et qui pouvait faire quelque chose de bien de sa carrière. Donc, pourquoi pas, effectivement. À Berne, il a été un petit peu... est-ce qu'il était mal exploité ? J'en sais rien. Ou est-ce qu'il a atteint son plafond et est-ce qu'il ne peut pas aller plus haut ? Ça, j'avoue que je ne l'ai pas assez vu jouer cette saison du côté de Berne. Mais c'est un nom qui me paraît pas absurde, en tout cas, si Genève cherche encore un défenseur. Ouais, parce que je me dis qu'un Chanton, par exemple, il est peut-être encore un tout petit peu jeune pour revendiquer. Laissons-le encore faire quelques matchs à Langenthal, peut-être une saison complète pour après le mettre. Et je t'avoue que est-ce que Chanton, c'est un défenseur typiquement défensif comme Maurer ? Je ne suis pas forcément convaincu. Moi non plus. On termine notre tour d'horizon de cet épisode 17 avec Lausanne qui a logiquement perdu ce derby. Mais sinon, qui restait sur 3 victoires en 2022. Ça va pas trop mal en fait en termes de points du côté du Lausanne Hockey Club. Il y a un truc. Un de nos confrères est venu hier vers nous un moment en disant, pendant le match, est-ce que vous avez vu le plan de jeu de Lausanne, le système de jeu ? Et il faut reconnaître que c'était plutôt bien vu de sa part parce que j'avais de la peine à me dire « Ah ouais, ils essayent de faire ça ». Et en discutant après, à la fin du match avec Gennady, je lui ai posé la question de dire « On a l'impression que c'était un peu brouillon ». Et il acquiesçait et il expliquait, il me dit le problème, mais c'est notre problème à tous et j'accable pas les attaquants, mais il y avait un immense gap en fait entre l'attaque et la défense qu'on n'a jamais tellement réussi à combler et du coup ça donnait un peu ce sentiment qu'il n'y avait pas de liant en fait, il y avait beaucoup trop d'espace entre les lignes, ce qu'on a plutôt tendance à dire en foot quand des fois le jeu va pas, là selon Gennady, qui est assez bon pour analyser, il disait qu'il y avait c'était pas bon à ce niveau-là. Et je lui dis ouais, mais pourtant, alors il y a le deuxième but de Sekac, le deuxième but de Lausanne est amené par toi à la suite d'un rush. Je lui dis ouais, mais ça veut pas dire qu'on a bien joué. Donc il était hyper critique avec le jeu, malgré le fait qu'il avait fait 3 assists sur les 3 buts lausannois. Parce que quand on vous dit que Gennady est très très critique envers ses propres performances, ça prouve bien le point qu'on essaye de mettre en exergue. Et ouais, j'ai l'impression que Lausanne, 3 tirs dans le dernier tiers, et puis finalement t'arrives, on sait pas tellement comment ils ont réussi à aller gratter un point en gros. Ouais, ils s'en sortent vraiment bien parce que j'ai l'impression que globalement c'était Genève qui attaquait et puis Lausanne qui essayait de faire 2-3 trucs. Mais moi je suis sorti de ce match en me disant, j'ai repassé un peu dans ma tête les joueurs les uns après les autres, surtout offensifs. Puis je me suis quand même dit qu'il y a une ligne Ria, Berchi, Kenins. Moi je ne les ai pas beaucoup vus, je dois t'avouer. Et Berchi on l'a un tout petit peu plus vu pour des raisons évidentes, parce qu'il a le casque jaune. Mais à part ça, moi, je les ai trouvés très, 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 très discrets. Ouais, mais au-delà de ça, un Ria, je trouve que c'est plus global. On s'attend... on parlait justement de Berchi, qui va pouvoir le remplacer.
J'aurais tendance à te dire que j'attendais un peu de voir Fuchs. J'ai l'impression que c'est pas trop mal en ce moment. C'est une des lueurs d'espoir du côté lausannois. Mais Ria, faut se réveiller un peu, quoi. Parce que lui, il est buteur. Lui, il a marqué aussi une fois 4 buts dans un match avec Bienne. S'il te plaît, on te demande pas d'en mettre 4, mais au moins d'être un peu plus présent. À la rigueur qu'on te voit pas, mais que tout d'un coup tu sortes, bam, le goal qui... Voilà, l'égalisation un peu. Pourquoi pas? Or, je trouve qu'il a de la peine là en ce moment. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Cette ligne-là m'a un peu déçu, je dois dire. Et pourtant, parce que les noms sont... Bah, les noms sont ronflants. Après, c'est peut-être un peu ça le problème. C'est que, est-ce que nous, on s'attache aux noms et puis on attend une production minime d'une ligne composée de Ria, Berchi et Kenins, mais quelle est la forme des uns et des autres? Est-ce que les trois vont bien ensemble? Est-ce que Berchi placé au centre, là, c'est une bonne idée? Est-ce que Emerton surnuméraire, alors que tu pourrais mettre Emerton à cet endroit-là, en centre numéro 2, et donc d'avoir Berchi sur une des ailes à la place d'un Paré, par exemple, à la place d'un Sekac. Sekac, il marque. C'est difficile peut-être de... Après, c'est du révisionnisme. On ne va pas, à la fin du match, voir tout ce qui s'est passé puis dire quelles étaient les bonnes décisions. Mais est-ce qu'à la place de Paré, tu mets Moi, je l'aimais Berchi. bien. Ouais, la semaine passée, tu en as dit du bien, effectivement. J'aime cette... J'ai l'impression que c'est un de ces joueurs qui a un peu de hargne. C'est vraiment... alors que des fois, les autres, ils vivent leur match. C'est gagné, c'est très bien. Mais il manque des fois un peu ce côté, tu sais, un peu haranguer la foule. On le voit de temps en temps chez certains joueurs qui ont besoin de se nourrir de ça. Il y avait l'interview de Rayala qui aime avoir le public. Puis du coup, ça te galvanise. J'avais l'impression de voir un peu Paré, au-delà des goals, simplement le fait qu'il avait envie. Et un des attaquants étrangers dont on n'a pas parlé, c'est Michael Frolik. Mais j'ai dit Paré. Frolik, c'est 9 points en 10 matchs. 17 matchs, 14 points, 7 buts, 7 passes. C'est difficile de... Alors qu'on le voit peu. Ben ouais, mais parce qu'en fait, le but qu'il met, alors c'est noté Michael Frolik, pas de problème, mais c'est Gennady qui fait 98% du taf. Bon. Il faut le mettre, il faut être là, au deuxième. J'allais t'arrêter. Mais c'est quand même pas le but le plus compliqué de sa carrière. Non, mais il était là, et c'était pas un autre qui était là. Et c'est comme une fois, j'avais fait la théorie sur les buts dans la cage vide. Oui, il est dans la cage vide, mais t'étais là, et on t'a fait confiance, et t'as joué défensivement, t'as été responsable d'être à ce moment-là parce que tu sais te comporter à 5 contre 5 à 5 contre 6, donc tu es récompensé par le but dans la cage vide. Et là, il fait le travail pour être au bon endroit au bon moment. Mais j'ai pas l'impression qu'il a flambé non plus. Mais tu me diras, il marque son but. Je sais pas, je me dis qu'il y a un brassage des cartes qui devrait avoir lieu au niveau des étrangers. Emerton au centre, Berchi à l'aile. Et pourtant, en équipe de Suisse, Berchi, il n'y a pas grand-chose à dire quand il jouait au centre. Non. Mais sa position, elle est quand même un peu plus à l'aile. Alors, là aussi, c'est quand j'avais fait la remarque lors d'une interview en disant dis donc, aux engagements... et c'était en 2021, Riga. Je lui dis, ça joue pas mal, hein, t'es bon. Et puis, ça faisait écho aussi en 2019, quand il était centre à Bratislava. Et on avait thématisé les deux sur sa position au centre, il gagnait des engagements. Puis il me dit, je t'arrête tout de suite. J'ai Ambul à côté de moi. Et en fait, Ambul, il me fait gagner. Mais mon autre ailier, je ne me rappelle plus le nom, mais je me rappelle d'Ambul. Il me dit, mais il est là. Il te fait gagner. En fait, nous, on voit que le joueur qui va en fait, mettre le puck en arrière et pour la récupération. Ou entre ses pattes. Exactement. Mais le boulot, visiblement, d'Ambul au championnat du monde était exemplaire. Et du coup, peut-être que les ailiers... et pourtant, je trouve que la construction, à la base, honnêtement, tu me dis Kenins, Berchi, Ria. Je regarde comme ça, simplement sur le papier, avec les tendances des joueurs. Ria, plutôt buteur, on va dire, pas forcément un joueur hyper physique, mais qui est capable de la planter. Le boulot physique, c'est qui? C'est Kenins. Kenins, emmerdeur en chef, capable d'aller vraiment jouer un peu plus dur là-dedans. Je trouve qu'il y a une complémentarité. Et puis Berchi au milieu qui navigue un peu, qui a de la vitesse. Kenins est rapide. Ria peut suivre aussi. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Après,
c'est sur le papier, comme tu le dis, on l'a vu hier, on les a pas vus, justement. Ou en tout cas, un peu. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'étonne en regardant les statistiques, les compteurs tout bêtement du Lausanne HC. Ils ont 13 joueurs à 10 points et plus, mais ils ont personne au-delà des 23. Ouais. Et 13, j'ai juste regardé Fribourg et Genève. Fribourg a aussi 13 joueurs à 10 points et plus, mais ils ont dit Domenico à 40 et quelques, ils ont moté au-dessus des 30. Et Genève a 9 joueurs à 10 points et plus. Par contre, Genève, quand il va falloir aller marquer un but, ils savent chez qui aller. Ils vont aller chez Winnick, qui en a 20. Ils ont Phil Poula, 13, Vermin, 14. Puis ces gens-là, il y a Temernes pour leur faire des passes. Il a 39 passes décisives. Juste avec les passes, Temernes aurait 16 points d'avance sur Berchi s'il était à Lausanne. Meilleur buteur, Berchi, 11 buts. Personne d'autre au-delà des 10. Je me dis, ce qui manque peut-être aussi à Lausanne, c'est qui t'es. En basket, on dit le go-to guy. C'est à qui tu donnes le ballon en fin de match quand tu dois aller chercher un panier. Et la force du Lausanne HC, c'est sa profondeur. C'est que justement, tu peux avoir un Frolic sur une troisième ligne avec un Jäger. Mais par contre, est-ce que la faiblesse du Lausanne HC, c'est qu'il a peut-être trop de deuxième et de troisième ligne, mais il n'a pas de première ligne. Et en fait, ce qui va à un moment ou à un autre te faire la différence, ce sera ta première ligne. Et c'est Phil Poula, Winnick et le troisième de la ligne qui a pas mal changé durant la saison, avec Temernes derrière. Et c'est eux qui vont être responsables d'un but sur deux durant les matchs. Et quand il va falloir gagner le match, eux, ils vont te le gagner. Un que j'ai bien aimé, en fait, il y avait 3 joueurs et Tobias Stephan que j'avais trouvé bon. Tobias Stephan était un poil... Il a fait un save incroyable à Dominique Assec où il a balancé ses bottines en l'air et quelqu'un m'a fait remarquer, je crois qu'il avait fait la même chose contre Berne. Mais en tout cas, c'était vraiment très impressionnant sur Miranda, si je dis pas de bêtises, mardi soir. Il se prend un but un peu soft sur le deuxième de Genève. Mais sinon, à part ça, c'est Gernat qui a été bon. On l'a mis d'ailleurs dans l'équipe type des Pécalistes 2 semaines de suite, je crois. Oui, exactement. En ce moment, il est vraiment solide. Il est vraiment solide. Il apporte offensivement quelque chose. Il va aller aux Jeux Olympiques aussi avec la Slovaquie. Donc ça, il n'aura pas de droit de vacances. Paré, on l'a dit, je le trouvais pas mal, un peu plus effacé peut-être mardi soir. Et puis, alors, Jason Fuchs, quand on parle de la succession de Christophe Berchi, moi, je me tourne de la même manière que pour la succession d'Ugly à Bienne, on parlait de Kessler, on parlait éventuellement aussi Hofer. Après, Kessler est plus jeune, donc il est en train de monter, alors qu'Hofer était déjà un peu plus établi, donc c'est plus logique d'imaginer Kessler. De la même manière pour Berchi, j'imagine finalement soit un Ria pour ce qui est des buts, et puis Fuchs pour ce qui est de l'allant offensif et de la création. Et Fuchs, en ce moment, il est solide. Est-ce qu'il va réussir à tenir ce rythme-là? Est-ce qu'il va être mis en position où on dit que t'es le go-to guy, justement, tu deviens le centre vers qui on va se tourner pour créer quelque chose? C'est pas dit, hein, c'est un truc, tu peux pas dire, tiens, finalement, c'est Fuchs qui va le faire. Il faut que ça vienne finalement de lui par son jeu, par son implication offensive, défensive. Mais ce que je vois maintenant, pour pas parler de constance, parce que c'est un peu ce terme qu'on a rabâché au fur et à mesure, mais s'il doit y avoir un go-to guy en ce moment, ça pourrait être Jason Fuchs, mais il doit encore franchir, à mon avis, un palier. Ouais, Jason Fuchs qui a été blessé, il a joué que 26 matchs cette saison, il a 16 points. C'est 10 sur les 10 derniers matchs. Donc il est en train de franchir un palier. Mais comme tu parlais de constant, justement, il a un match à 3 points contre Berne, un à 2 points contre Genève. Contre Ambry, il était un peu plus effacé. Oui, ça pourrait être par lui que vient la solution, mais est-ce qu'en l'état, tu le vois être justement le joueur à 40-45 points? Moi, je ne suis pas convaincu quand même. Il a mis 35. Imaginez que s'il a un peu plus de responsabilité, que lui aussi, tout d'un coup, se sent investi du truc, ça peut, je pense que 5 points de plus que son record en carrière, c'est jouable. Hein, c'est pas un point par match, à 40 points, ça va. Maintenant, tu dois avoir de l'aide extérieure, et notamment, je pense quand même, de la part des étrangers. Après, ça peut être un Ria, mais admettons, c'est quand même bien pratique quand tu as un gars, un Rayala, un Winnick. On va pas tous les citer, mais tu les as déjà
T'as déjà bien élagué le truc, mais on avait le Stransky à Davos et d'autres. Ça aide quand même bien quand t'as un étranger. On en revient au même problème à Lausanne, c'est que Frolic très bien, t'as dit son nombre de points. Sekac, il marque hier, donc c'est difficile Mais il manque peut-être ce côté un peu star power, je trouve. Ce que j'allais dire sur ces catchs, c'est exactement l'inverse de ce que tu disais sur Damien Ria, que ces catchs, on l'a pas énormément vu, mais au bout du compte, il est là pour marquer. Puis du coup, est-ce que c'est quelque chose de positif ou pas? Et tu disais, Ria, des fois, on aimerait bien peut-être un peu, même si on le voit pas de la soirée, mais il est là pour aller planter le goal quand il faut. Et c'est aussi ce qu'on essaie de toujours faire un petit peu attention ici, c'est après une défaite ou après un résultat, pas dire, pas crier au loup, on va dire. Si la prolongation tourne dans l'autre sens, on dit c'est catch, il est là pour marquer le but qui compte à la fin du match et bravo à lui. Mais toujours est-il que moi je sais pas qui sont les leaders de cette équipe. Et j'ai l'impression qu'on le dit depuis le début de la saison, mais c'est qui? Il y a une question de Kylian Steiner. Alors, elle n'est pas forcément en rapport avec Lausanne. Je la mets ici parce que ça concerne Charludon et que Charludon, sa carrière en Suisse a été à Lausanne la saison passée. Retour en Suisse, est-ce qu'on imagine voir Hudon de retour en Suisse? Il a donné une interview au Québec en disant qu'il s'imaginait très très fortement revenir en Suisse pour y finir sa carrière, de la part d'un joueur qui n'a même pas encore 27 ans, je crois. Parler déjà de fin de carrière, il a 27 ans, ouais. C'est un peu, c'est un peu presque dur mais il voit aussi les limites qui sont les siennes en NHL. Donc du coup, il se rappelle ce qu'il a vécu en Suisse. Il a vu son compte en banque en Suisse, et là, c'est pas une blague par rapport à Lausanne, c'est juste une réalité par rapport au championnat de Suisse. Il a vu sa famille dans tous les sens du terme. Il a pu la voir tous les soirs. Il est papa. Ça a l'air de compter beaucoup pour lui. Je dis pas que plus que pour les autres, mais il a l'air de faire vraiment grand cas de sa famille. Et on sait que pour les joueurs étrangers, d'être là tous les soirs et de pas partir 2 semaines en road trip dans l'ouest des États-Unis ou au Canada, par exemple, c'est quand même une qualité de vie. Si en plus tu as une qualité de hockey, une qualité financière, tu réfléchis assez vite. Surtout, tu vois peut-être une trajectoire à la Arcobello, par exemple, qui était exactement... Alors lui il était... Non, c'est exactement le même genre de joueurs qui sont qui arrivent à vivoter en NHL, mais quand même pas tout à fait. Puis plus ça va, plus il se retrouve dans la bordure. Puis au bout d'un moment, tu remontes plus. Et là, à 27 ans, il a joué 26 matchs de AHL avec Syracuse, 22 points, 11 buts, 11 passes. C'est tout à fait bien, mais s'il avait peut-être 22 ans, il aurait déjà été rappelé une fois ou deux du côté de Tampa pour... En plus, c'est Tampa. Hein. C'est pas évident d'aller faire le line-up là-bas. Hein. Je suis pas le plus grand spécialiste de NHL du monde, mais même ça, je le sais. Et du coup, il se dit, 750 000 $ en salaire garanti en cas de saison complète en NHL. Beaucoup moins à l'étage d'en dessous, j'imagine. Je sais pas exactement son contrat, comment il est structuré, mais j'imagine qu'il gagne moins d'argent. S'il vient en Suisse puis qu'il touche ne serait-ce que 250 net. Ouais, puis t'es gentil, je pense que. Vu ce qu'il a fait, vu son pédigré. Tu peux monter à 300 net. Ça te donne quand même une différence qui est assez grande en termes de qualité de vie, et enfin de confort matériel et de qualité de vie. Ouais, je pense que s'il va sur la fiche Elite Press avec Darcobello, puis il se dit, tiens, lui, ça fait 5-6 ans qu'il est là-bas, il met son point par match en Suisse. Il est Maserati. Il vient de signer un gros contrat à Lugano. Ouais, ça, j'aimerais bien ça. Je crois que, d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils l'ont un peu eu comme ça. Ils l'ont sorti de Berne, ils sont arrivés en gros, puis ils sont venus en Maserati, puis, parce qu'ils sont partenaires avec le garage Kessel à Lugano. Puis en gros, ils sont venus avec la Maserati, puis en repartant, ils ont dit, tiens, les clés, en fait, c'est pour toi. En plus du beau... mais vraiment, des fois, le gars, il se dit, la voiture qui va bien, puis après, je te demande de partir au Tessin, vivre 3 ans là-bas. On est assez ravis quand on doit aller couvrir un match d'un club roman qui va jouer à Lugano. Donc, on peut imaginer que jouer... on aime bien comparer le Tampa, ou les palmiers luganais à la Floride, un peu. Ou à Anaheim.
Ou Anaheim, exactement. Bah là, on est un peu là-dessus. Je pense que Hudon, il doit peut-être regarder. Il joue Malgin. Je suis pas sûr que Richard Grunborg veuille absolument Charles Hudon, mais par contre, le fait de pouvoir jouer avec un centre qui lui sert des caviars comme ça, c'est là que tu vois quand même que Lausanne a raté quelque chose la saison passée quand on reprend cette ligne avec Gibbons, qui était quand même vraiment une des meilleures lignes de Suisse, quoi. Ben là, je parlais du go-to guy au moment d'aller marquer le but qu'il faut quand on a besoin. Ben là, tu savais en fait. Et quand il y avait un powerplay à la 55e puis qu'il y avait 2-2, tu savais qu'il y avait de bonnes chances que le puck il passe à travers tout le slot de Malgin vers Hudon, tire sur réception et c'est dans la lucarne. Ça c'est quand même souvent produit. Et ben ouais, et puis Gibbons qui faisait le travail de l'ombre, Gibbons qu'on avait critiqué au début, on va pas le dire à chaque fois qu'on évoque le nom de Gibbons, mais c'est vrai, à part ça, il a eu besoin d'un petit peu de temps pour se mettre dans le bain, mais après, qu'est-ce qu'il leur a apporté? Et oui, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être des regrets à avoir si on se remet 12 mois en arrière. On a commencé par Timo Meyer, on a terminé par Brian Gibbons cet épisode. Gibbons qui a 17 matchs, 1 point à Linköping. Je suis allé voir sa fiche de prospect. Out of nowhere. Vraiment. C'est la fin de cet épisode 17 de Colfax. On vous remercie encore pour votre fidélité, vos questions. Vous avez vu, on en a pris quelques-unes de nouveau cette semaine. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, où vous voulez. Ça grimpe, c'est beau. Ah, ça fait plaisir. Mon data analyst est content. Les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. N'hésitez pas à communiquer, échanger avec nous. On est toujours très content de vous répondre quand on a le temps. Et d'ici mercredi prochain, profitez bien des matchs. À bientôt.